Bonjour et bienvenue dans Dissolution, le programme d'analyse de l'actualité politique et parlementaire pour Blast. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et Michel Barnier est toujours le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Si vous pensez qu'une motion de censure ne fonctionne jamais, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on vous parlera de la seule fois où ça a marché, sous la 5ème République. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pendant le générique. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la déclaration de politique générale et la motion de censure ratée du gouvernement Barnier. Quels sont les enjeux de la séquence politique qui vient de se jouer? Que nous apprend-elle sur les forces politiques à l'Assemblée? Sur leurs problèmes, leurs stratégies et leurs objectifs? C'est ce que nous verrons dans la rubrique Zoom parlementaire. On reviendra aussi sur le cap clair dont rêve Raphaël Glucksmann dans la rubrique Faire front populaire. On vous proposera ensuite un petit récap des infos peut-être passées inaperçues de ces dernières semaines dans la rubrique Sous les radars. Et on s'attardera enfin sur les réponses trop longues de Bruno Retailleau dans la rubrique Nos ministres ont du talent. Allez, c'est parti. Allez, on s'accroche. Le mardi 1er octobre, Michel Barnier a fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'a pas demandé la confiance de l'Assemblée, comme l'opposition n'a pas manqué de le rappeler. Cette déclaration a ainsi été suivie d'un débat et non d'un vote. En d'autres mots, ni vous, ni mon ministre n'avez aucune légitimité, car en France, la seule légitimité, c'est celle du vote. Cet exercice d'équilibrisme n'a pas été succinct. Il a duré près de 5 heures, au cours desquelles le Premier ministre puis les présidents des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale se sont donné le change. Et le NFP a donné le ton très vite. Ce serait la censure inconditionnelle et non négociable au nom de la République. La République n'aime pas les monarques, et encore moins les monarques absolus. Face au chaos que vous nous laissez, nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Cette motion de censure a été déposée le vendredi 4 octobre et a été débattue le mardi 8 dans l'après-midi. Le résultat du scrutin était connu d'avance. Tous les groupes politiques avaient en effet annoncé leur intention de vote. Nous saurons qui vote ou non la censure. Nous saurons qui permet ou non au gouvernement de Michel Barnier de perdurer. Nous saurons qui est prêt à soutenir le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron pour éviter la cohabitation et perpétuer sa politique. Je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos, vers cette politique du pire qui est la pire des politiques. Voilà pourquoi le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance aussi infime soit-elle d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. C'est donc sans surprise que la censure a été rejetée le 8 octobre. Seulement 197 voix sur les 289 nécessaires ont voté pour. Pour l'adoption, 197. Donc la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Cette séquence déclaration-censure a permis de procéder à 3 clarifications. Tout d'abord, elle a clarifié le projet politique du gouvernement, être soumis au Rassemblement national. Elle a aussi clarifié le soutien du gouvernement par une alliance de circonstances des macronistes au Rassemblement national. Elle a enfin clarifié la stratégie du RN qui joue ses cartes pour conserver sa position de pivot des alliances à droite. Lors de son intervention du mardi 1er octobre, les priorités de Michel Barnier sont claires. Ce sont celles du Rassemblement national, le pouvoir d'achat, le redressement des comptes publics et le sursaut sécuritaire et migratoire. Côté pouvoir d'achat, le Premier ministre a multiplié les effets d'annonce sans rien détailler de très convaincant. Le premier chantier concerne le niveau de vie des Français. Notre objectif est que tous les Français frappés par la vie chère constatent dès l'année prochaine une amélioration de leur niveau de vie. Pour cela, nous avons besoin d'une économie vigoureuse où chacun puisse bien vivre des fruits de son travail. On trouvera en revanche des pistes de travail du côté des groupes politiques formant son alliance. Elles tournent essentiellement autour d'une baisse des cotisations patronales pour désmicardiser l'emploi français, pour que le travail paye mieux. Lorsque vous avez évoqué le pouvoir d'achat, vous avez renvoyé vers le travail que nous avons mené sur la désmicardisation, qui est essentiel aujourd'hui, j'y reviendrai. Ce qui a reçu le plus d'attention est, sans surprise, le sursaut de l'autorité et de l'ordre. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, le troisième chantier, c'est la sécurité au quotidien. Les Français nous demandent d'assurer la sécurité dans chaque territoire.
Là aussi, le Premier ministre a déroulé l'argumentaire classique de la droite. Durcir les peines, durcir l'exécution des peines, durcir le contrôle de l'immigration, durcir les sanctions pour les personnes migrantes. Expulser plus, expulser mieux, punir plus, punir mieux. Les Français, si nous les avons bien entendus, s'attendent à ce que des sanctions interviennent rapidement quand elles sont justifiées. Nous devons nous attaquer de manière volontariste à la réduction des délais de jugement, particulièrement pour les mineurs. Nous reprendrons la discussion sur la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans, déjà connus de la justice et poursuivis pour des actes graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Nous poursuivrons la réflexion sur les atténuations de l'excuse de minorité. Il faut stopper la montée continue de la violence des mineurs qui rend impossible la vie dans beaucoup de quartiers. Pas de surprise, Michel Barnier est très à droite. Et comme d'habitude, un argument revient souvent. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas accueillir, ils veulent bien accueillir. Mais avec la vague migratoire, ce serait une submersion qui rendrait l'accueil digne impossible. C'est en mettant en œuvre ces mesures strictes de maîtrise de l'immigration que nous serons, mesdames et messieurs, parce que c'est aussi l'objectif, mieux en mesure d'intégrer correctement, dignement, celles et ceux que nous choisissons d'accueillir chez nous, en leur ouvrant plus rapidement l'accès à un titre de séjour, à l'apprentissage du français et à un logement ou un emploi. C'est donc au nom de leur dignité qu'on renvoie les migrants en zone de guerre à leur mort. Pour parachever ce palmarès très droitier, Michel Barnier et ses alliés ont fait de l'écologie la question sacrificielle de leur politique. En parler peu et en faire encore moins. Michel Barnier a évidemment rappelé qu'il avait à cœur la question de l'écologie. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Cette priorité m'a accompagné tout au long de ma vie publique, depuis mon tout premier engagement aux côtés du tout premier ministre français de l'Environnement, dans mon pays de Savoie, à l'Assemblée nationale et au Sénat, où j'ai eu l'honneur de siéger, au ministère de l'Environnement, puis au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, à la Commission européenne enfin. Elle sera au cœur de notre action. Je crois, et depuis longtemps, à une écologie des solutions. Et il n'a pas manqué de revenir dessus lors de la motion de censure du 8 octobre. Dans une autre forme de procès d'intention, vous mettez en doute l'engagement du gouvernement sur le dossier important, sur l'enjeu de la protection de l'environnement, du changement climatique. Nous ferons de la transition écologique l'un des moteurs de notre politique industrielle, comme cela a été fait depuis plusieurs années. Mais tout ça, Michel Barnier l'a fait sans mentionner de politique écologique ambitieuse et concrète. Il s'est mis dans la droite lignée de la politique écologique de droite. Nous avons un autre impératif. Produire davantage plutôt que de dépendre des importations polluantes. Ce que j'ai appelé le patriotisme environnemental. Les importations chinoises produisent et polluent plus que tous les ménages français. Et parce que notre économie est une des plus respectueuses de l'environnement, ce que nous avons de mieux à faire pour défendre la planète, c'est de défendre la fabrication française. Et c'est un message d'espérance pour notre jeunesse. Cette politique écologique patriotique est surtout nationaliste et très peu écologique. Il propose ainsi de revenir sur le dispositif ZAN, qui vise à protéger la biodiversité et les sols français de l'intérêt toujours plus vorace de la bétonisation. Pour construire, il faut du foncier. Nous devons faire évoluer de manière pragmatique et différencier la réglementation zéro artificialisation nette pour répondre aux besoins essentiels de l'industrie et du logement. Oui, Monsieur le Premier ministre, bien évidemment, mettre enfin fin au dispositif ZAN, si funeste et si contraire aux intérêts du pays. En bref, sécurité, immigration, pouvoir d'achat et abandon de l'écologie, c'est une convergence inquiétante des programmes de droite et d'extrême droite. Cette dépendance programmatique de Barnier au RN et à la droite extrême se comprend beaucoup mieux dès lors qu'on considère qu'il est le Premier ministre d'une alliance de soutien sans nécessaire participation allant des macronistes au Rassemblement national. Ce dernier est ainsi la pièce maîtresse de ce jeu complexe. Le 8 octobre, une motion de censure du NFP a été débattue par les députés qui l'ont rejetée. Ces débats ont été l'occasion de tous les exercices d'équilibrisme d'une coalition qui refuse de s'avouer. Le gouvernement Barnier ne tient que parce que les macronistes, la droite et le RN refusent de voter la censure. Mais, comble de la situation, cette alliance ne plaît à personne. Pour que cette désunion se voie, les députés qui soutiennent le gouvernement ont déserté l'Assemblée nationale pour les débats sur la motion. Mais, comme Cyrielle Châtelain l'a très bien dit, ces désaccords de surface et ces tours de communication ne peuvent masquer l'accord de fond qui les réunit.
le refus de la motion de censure et le soutien à la ligne politique générale du gouvernement Barnier. C'est mathématique, sans le soutien du Rassemblement national, votre gouvernement serait renversé. Les votes sur cette motion de censure sont donc la démonstration de l'accord politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les macronistes contraints à l'alliance de fait avec le RN ont essayé de nous convaincre en vain qu'ils avaient une fibre de gauche, qu'ils n'étaient pas comme Retailleau. Nous serons celles et ceux qui respectent et traduisent les nuances qu'ils ont exprimées, qui ne sauraient, je crois, être réduites à la triple répétition d'une idée simple, voire simpliste. Car si les Français veulent, j'en suis certain, de l'ordre, ils sont tout autant attachés au respect de nos libertés publiques et plus généralement au principe de l'état de droit. Et ils n'attendent plus de discours martiaux qui, quelque part, ne font qu'alimenter le sentiment de l'impuissance politique. En oubliant les mots terribles de leur chef Emmanuel Macron l'année précédente. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Qui ressemble beaucoup à ceux de Retailleau. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La triple répétition d'une idée simple, voire simpliste. Le RN a répété à l'envi que s'il ne soutenait pas le gouvernement Barnier, il ne voterait pas la motion de censure du NFP pour autant. Cet esprit d'ouverture ne doit pas s'interpréter comme un blanc-seing. Notre esprit républicain comme de la faiblesse, de l'irrésolution et encore moins une forme d'allégeance à un gouvernement que nous considérons plus de circonstance que de convenance. Tout ça au nom de la protection de la stabilité politique. Il est loin le temps où le RN votait les motions de censure. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Mais alors, pourquoi ne font-ils pas tomber le gouvernement, maintenant qu'ils en ont le pouvoir? Ils prétendent être les seuls opposants à Emmanuel Macron, mais ne s'opposent pas à son gouvernement. S'ils ne le font pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont obtenu, pour l'instant, les inflexions politiques qu'ils souhaitent. On ne censure pas quand ce n'est pas le moment. Faire une bonne chose au mauvais moment, c'est faire une mauvaise chose. Avoir raison à contre-temps, c'est avoir tort. On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre de l'économie que sa porte devait rester ouverte à tous. Nos déclarations ont plus de poids sur le gouvernement et plus d'effet pour défendre les Français que vos effets de manche et votre censure épouvantail. Les débats sur la proportionnelle ont fait leur retour et le RN en a fait une ligne rouge de son soutien sans participation au gouvernement Barnier. Notre troisième ligne rouge serait le refus de mettre en œuvre au plus tôt une réforme institutionnelle permettant de rendre justice aux nouveaux équilibres politiques du pays. Notre mouvement réclame depuis des années que soit instauré, comme chez tous nos voisins européens, un scrutin proportionnel. Par ces manœuvres peu reluisantes de juin-juillet, la classe politique a retiré au mode de scrutin majoritaire à 2 tours actuel le seul argument qui justifie abusivement son maintien, celui de dégager des majorités de gouvernement. Et j'ai entendu votre engagement de vous atteler à cette réforme essentielle. Le nouveau mode de scrutin devra allier transparence, représentativité et capacité de dégager une majorité. Je pense évidemment au scrutin proportionnel à 1 tour avec une prime majoritaire. L'attachement du RN à la proportionnelle ne doit pas être interprété comme un gage de démocratisme incongru, mais comme un calcul bien pesé. Avec le scrutin à la proportionnelle, le vote du 7 juillet dernier aurait donné une assemblée composée de façon à peu près semblable. C'est-à-dire une assemblée où l'alliance à droite est la plus puissante et où le RN a enfin obtenu le pouvoir d'influence dont il rêvait depuis longtemps. Le soutien intéressé du RN pour la proportionnelle dévoile ainsi sa stratégie de long terme pour conquérir le pouvoir, conserver et utiliser au maximum sa position de faiseur de roi à droite. Il pourrait la perdre brutalement si une alliance de gauche parvenait à conquérir le pouvoir. En soutenant le scrutin proportionnel, ils favorisent une assemblée fracturée et sans majorité claire, espérant par là conserver leur pouvoir d'influence. À bien y regarder, la séquence politique que nous venons de traverser est glaçante. Vous voilà, monsieur Barnier, avec votre gouvernement macrono-le péniste dont votre ministre de l'Intérieur est la figure abjecte. Car ça y est, nous y sommes. Un ministre régalien de l'État met directement en cause l'état de droit, et ce alors que l'une de ses fonctions est d'être le garant du libre exercice et du respect des libertés publiques. Bruno Retailleau se réjouit parfois, je cite, des belles heures de la colonisation,
Quand il s'ennuie, il reprend cette expression pétainiste des Français de papier. Et lorsqu'il est à son apogée, le voici qui parle de régression aux origines ethniques d'une partie de nos concitoyens, reprenant volontiers les théories racistes qui ont tant prospéré au XXe siècle. Les mots du Rassemblement national s'imprègnent partout dans l'activité politique. Son idéologie régnait déjà en maître sur C8, sur CNews et parfois même sur les plateaux du service public. Mais désormais, elle dégouline de toute la déclaration de politique générale du Premier ministre. Michel Barnier, sous ses airs faussement débonnaires, cache bien un homme profondément conservateur, soutenu par des forces réactionnaires. Les mêmes qui jadis disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Et en parlant de Front populaire, rubrique suivante. Pour enfoncer le clou et se donner une bonne bouffée de déprime, le nouveau Front populaire est souvent accusé d'être le fauteur de crise. Et je le dis aussi ici, je ne me résous pas à ce que le Parti socialiste, parti de gouvernement, puisse manquer à cet appel de l'unité. Je vous ai entendu tout à l'heure réagir lorsque le Premier ministre a dit que son gouvernement était pluriel, représentatif, en indiquant que vous considériez que ce n'était pas le cas. Mais alors pourquoi ne pas avoir accepté de venir avec vos idées et vos propositions dans le gouvernement pour les appliquer? Mais jusque dans les rangs du NFP, ce discours insidieux fait son chemin. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on s'émancipe de cette logique maximaliste, de cette logique du tout ou rien qui a produit, en l'occurrence, le rien. Vous savez, à 20h02, quand on dit tout le NFP, rien que le NFP, ce que ça produit, c'est le rien. Et donc, il faut qu'on revienne à une culture qui est celle du dialogue, de la capacité à construire des coalitions, de la capacité à construire du compromis, à apaiser la France. Cette nation, aujourd'hui, est une cocotte minute. Ce serait la faute au NFP si le gouvernement est à droite. Ce serait la faute à l'intransigeance réelle ou supposée de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. La réalité est plus complexe que cela. La fameuse déclaration à 20h02 de Jean-Luc Mélenchon était-elle stratégiquement maligne? Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Si cette déclaration martiale a froissé la droite du PS, il faut rappeler que c'est un geste courant dans les négociations. Demander 10 pour espérer 5. Surtout, ce qu'on oublie aussi, c'est que LFI a donné mandat à Lucie Castet pour négocier un compromis acceptable avec les autres forces du Parlement. Le poids de la sortie de Jean-Luc Mélenchon est ainsi à relativiser, même par rapport à la position adoptée par LFI. D'un autre côté, Emmanuel Macron et la droite n'étaient prêts, eux, à aucune concession substantielle. Pas la réforme des retraites, pas les impôts pour le climat, pas l'immigration. Ainsi, contrairement à ce que raconte Raphaël Glucksmann, il n'y avait qu'une seule possibilité pour qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre dit de gauche, qu'il fasse une politique de droite. Qui sait, peut-être est-ce au fond le cap clair de Glucksmann pour emmener la gauche vers la victoire. Mais d'ici là, voyons ce qui a pu passer sous les radars ces derniers temps. On ne s'en lasse pas, Michel Barnier met bien en scène les séances d'humiliation de notre ex-premier ministre Gabriel Attal, décidément peu habitué à l'exercice. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Et si nous parlons de mise en scène, c'est parce que, malgré ce spectacle, le directeur de cabinet de Michel Barnier est Jérôme Fournel, c'est-à-dire l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, après avoir été celui de Gérald Darmanin entre 2017 et 2019, quand ce dernier gérait le budget. Et d'ailleurs, ça se voit, on retrouve les mêmes éléments de langage chez Bruno Le Maire et chez Michel Barnier. Il n'y a en réalité pas de partage et pas de redistribution possible s'il n'y a pas en amont de l'activité et de la production sur notre territoire. Moi, je considère qu'il faut d'abord produire la richesse avant de la redistribuer. Ce même Jérôme Fournel est soupçonné d'avoir facilité une opération trouble d'optimisation fiscale, lésant l'État au profit du PSG dans le transfert de Neymar. Pour plus de détails, allez lire l'article de Xavier Monnier et Olivier Jourdan-Rouleau sur notre site internet. Autre point qu'on aimerait nous faire zapper, le procès de Marine Le Pen et des cadres du RN. Le parti de l'honnêteté, du respect du travail des Français et de l'Europe des peuples aurait allègrement pioché dans des fonds européens payés par nos impôts pour du travail au profit du Front National. Marine Le Pen s'est dite sereine. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer. Mais la vérité, c'est qu'elle risque 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans. Les médias ne semblent pas prendre l'ampleur de ce scandale au sérieux, le reléguant à une simple question de gestion comptable. Mais après tout, le procès durera un moment. 2 mois sont prévus.
pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. Et en parlant de scandale, le bureau de l'Assemblée nationale a voté mercredi 9 octobre en faveur de poursuites pour parjure contre l'ex-ministre Aurore Bergé. Et tant pis si sa mère l'appelle en larmes. Aujourd'hui, ma mère qui m'appelle en larmes en me disant « il y a des gens qui veulent t'envoyer en prison ». Donc à un moment, faut arrêter. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos vies, ça a des conséquences sur nos familles. Je n'ai pas menti. Je ne me suis pas perjurée. Enfin, une petite séquence est passée sous les radars mardi 8 octobre, lors des débats sur la motion de censure. 5 octobre 1962. Il y a exactement 62 ans et 3 jours, une coalition des contraires, allant des communistes jusqu'à l'extrême droite, censurait le gouvernement de Georges Pompidou. Celui-ci a dit avoir senti alors physiquement, à la tribune de l'Assemblée nationale, le mauvais génie d'autrefois. Il a dit avoir eu sous les yeux, non pas le contrôle légitime de la politique du gouvernement, mais la passion de tout renverser. Cette passion de tout renverser qui a maintes fois abîmé notre pays. Cette même passion de tout renverser qui aujourd'hui comporte le même risque de blocage. Cette même passion de tout renverser qui vous anime, vous, plus que jamais. Sans gêne ni honte, Laurent Wauquiez banalise la censure du gouvernement Pompidou et la renvoie à une forme de réflexe primaire de cette gauche qu'il déteste. Mais il oublie que cette censure de 62, c'est surtout la condamnation d'un président que les députés ne pouvaient pas renverser, mais qui violait ostensiblement la Constitution. On vous renvoie à l'épisode du Peuple a ses raisons qui en parlait plus en détail. De Gaulle a fait un coup d'État. Oui, le changement de 1962 était illégal. Tout le monde s'accorde à le dire, c'était interdit. Le Conseil d'État l'a dit, à la quasi-unanimité, le Conseil constitutionnel aussi, dans une consultation officieuse, les 2 chambres du Parlement, et plus généralement, tous les partis politiques. Sauf les gaullistes, évidemment. Ce que Wauquiez ne voit pas, et c'est peut-être là le plus inquiétant, c'est à quel point la situation actuelle est proche de celle de 1962. Un président irresponsable et politiquement déconfit essaye de passer en force. Et si ça a marché en 62, pas sûr que ça fonctionne aujourd'hui. Contrairement au général, Macron a grillé sa carte dissolution en juin dernier. Si une motion de censure renversait le gouvernement dans le courant de l'année, le président serait contraint de nommer un nouveau Premier ministre. Mais comme on l'a encore vu cette semaine, grâce au RN, Macron peut dormir tranquille. Ces ministres, en revanche, font pour certains leur baptême du feu à l'Assemblée et peinent à faire court. Lors de la défense de la motion de censure, Olivier Faure n'a pas pu aller au bout de son discours et s'est fait couper le micro par Yaël Braun-Pivet. Merci beaucoup, monsieur le député. Je suis désolée, vous êtes vraiment trop largement dépassé. Merci. Merci, monsieur le député. Non. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. C'est fini. Vous n'avez plus de micro, vous n'avez plus la parole. Monsieur le député, je vous demande de quitter la tribune, s'il vous plaît. Non, mais t'as débordé depuis 2 minutes, ça marche. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste n'était pas le premier à qui Braun-Pivet a dû couper la chique ce jour-là. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a lui-même eu du mal à ne pas dépasser son temps de parole à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. La première fois, il a réussi à aller au bout en vociférant. L'antisionisme est une incroyable opportunité parce qu'il donne le droit d'être antisémite au nom de la démocratie. Merci. Et ça, jamais, nous ne l'accepterons. Merci, monsieur le ministre. Mais quand il a remis le couvert une seconde fois, la présidente de l'Assemblée a bien dû rétablir l'ordre. Je souhaite qu'on puisse écouter les propositions des grands pédopsychiatres, notamment Maurice Berger. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Votre temps de parole est écoulé. Merci beaucoup. Ouais. Alors, allez-y, il vous reste 10 secondes, mon cher collègue. Oui, il a eu 15 secondes tout à l'heure, ça peut pas être 15 secondes par question, ça c'est pas possible. Emmanuel Macron est peut-être le maître des horloges de la vie politique française, mais à l'Assemblée nationale, tout le monde a bien compris qui est la reine du chronomètre. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Dissolution, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et sinon je suis sûr que vous saurez trouver les mots. N'oubliez pas de liker et partager un maximum, ce programme il n'est possible que grâce à vous. Pour faire vivre Blast, et si vous en avez la possibilité, rendez-vous sur la page de soutien sur blast-info.fr. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste précisément 241 jours avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec une citation inspirante. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. Sun Tzu,
l'art de la guerre. Olivier Faure peut rester à la tête du PS. Non, je pense qu'il faut une figure, une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste et pour permettre ce rassemblement et cette ouverture. Rassembler à l'intérieur, ouvrir à l'extérieur. Il faut un cap clair.